Ok, bonjour tout le monde. Donc on va reprendre à partir de là. C'est là où on était, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc Ok, donc les trois moyens de détecter, identifier et quantifier les virus, c'est soit via les effets de l'infection virale sur la cellule. Et la toute première chose que l'on peut remarquer, c'est si on a un échantillon et on soupçonne qu'il contient un virus, la première chose, c'est peut-être de le filtrer pour enlever toutes les bactéries qui sont éventuellement présentes, mettre l'échantillon sur une culture de cellules et suivre l'évolution de cette culture pour voir éventuellement l'apparition d'un effet cytopathogène. Et les effets cytopathogènes de l'infection virale peuvent être relativement caractéristiques, donc éventuellement la formation d'inclusions cytoplasmico-nucléaires. Donc ici, il s'agit de cellules d'insectes infectées par un baculovirus, soit wild type, soit avec un génotype un peu particulier. Et on voit qu'on a deux types d'effets cytopathogènes assez différents. Ici, la formation de corps d'occlusion nucléaire, c'est une sorte de boule que l'on voit dans le noyau. Et c'est ça que vous verrez en TP normalement. Ou alors, soit la mort par apoptose des cellules infectées. Donc, apparition d'un ECP, ça peut être assez caractéristique. Un autre type d'effet cytopathogène, c'est la formation de syncytia. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une cellule infectée qui est juste à côté d'une cellule non infectée, les deux membranes plasmiques des cellules vont fusionner et donc on aura un syncytium avec plusieurs noyaux dans la cellule. Donc un syncytium en culture cellulaire, ça ressemble plutôt à ça. Donc cet énorme amas avec plusieurs noyaux. Pareil ici, ça c'est un syncytium. Et les virus qui provoquent la formation de syncytium sont les virus enveloppés qui expriment leur glycoprotéine d'enveloppe à la surface des cellules infectées. Et du coup, au lieu de fusionner ou provoquer la fusion entre l'enveloppe virale et la cellule infectée, la présence des glycoprotéines d'enveloppe à la membrane plasmique d'une cellule infectée va provoquer la fusion des membranes plasmiques des deux cellules voisines. Donc c'est pour ça que la présence de syncytia, c'est vraiment caractéristique de certains virus enveloppés. Donc historiquement, l'apparition de syncytia et leurs caractéristiques morphologiques étaient utilisées en clinique pour un premier élément de identification diagnostique pour la présence de certains virus. Par exemple, le virus de la rougeole ou le virus du syncytial respiratoire. Maintenant, on peut remplacer par les techniques de biologie moléculaire. Donc, on peut repérer la présence d'un virus par les effets néfastes sur les cellules infectées. Donc, on peut également quantifier le titre infectieux d'un échantillon viral soit par la formation de plages d'Elise, soit par une autre technique qu'on appelle le TCD50. Donc pour la technique de plage d'Elise, l'idée à la base, c'est qu'on prend l'échantillon, on va préparer une série d'élutions en cascade et on va inoculer, par exemple, 1 ml de chaque dilution sur une monocouche de cellules en culture. Et on va recouvrir les cellules infectées. Donc on va laisser le virus en contact avec des cellules pendant une période limitée, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ensuite, on enlève. Donc, on laisse le temps pour les virus de s'attacher aux cellules et de les infecter. On enlève l'inoculum, puis on va recouvrir avec un milieu gélosé. Et on remet dans l'incubateur plusieurs jours. Et si on a de la chance, quelques jours plus tard, on va prendre la plaque et le regarder à l'œil nu et visualiser les plages d'Elise. Et
quand ça marche bien, ce qui se passe, c'est quand l'inoculum est très dilué, donc on a 0 plage de lyse parce qu'il y avait 0 particules virales infectieuses qui étaient encore présentes à cette dilution. Quand l'inoculum était peu dilué, bah, toutes les cellules dans le puits de culture étaient infectées. Donc, toutes les cellules sont lysées, donc on ne voit plus rien. Et puis, à une certaine dilution, on voit un tapis cellulaire qui est interrompu par des plages de lyse. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va dénombrer quand on a 6 plages de lyse à la dilution 10 puissance moins 5. Donc, notre titre, c'est 6 fois 10 puissance 5 UFP par ml. Donc, UFP, unité formant plage. Et une UFP, si on commence avec un échantillon filtré, correspond à une particule virale infectieuse présente dans l'inoculum. Donc ça, c'est très utile parce que ensuite, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut piquer et reprélever une seule plage de lyse dans notre culture de cellules, et cela représente un clone infectieux du virus. Donc c'est l'équivalent d'isoler des bactéries sur une colonie de bactéries sur une gélose. Avec une colonie isolée, on est certain d'avoir une souche de bactéries pure. C'est la même chose pour les virus. Si on repique une plage de lyse, on a un stock de virus purifiés. Donc c'était très très important cette technique pour obtenir des stocks de virus purifiés. Mais ça marche uniquement avec des virus lytiques. Parce que pour visualiser des plages de lyse, il faut que le virus lise des cellules infectées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on ne peut pas le faire pour tous les virus. Alors, notre approche technique pour obtenir un titre infectieux, c'est la technique TCID50. Cette fois-ci, on commence toujours par une série de dilutions en cascade, mais on va inoculer pour chaque dilution un certain nombre de réplicas de cellules, de puits de cellules en culture. Donc, par exemple, ici, avec la dilution 10-2 jusqu'à 10-9, et à chaque dilution, on va inoculer 6 puits. À nouveau, on va mettre notre plaque en culture. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on va regarder combien de puits j'ai qui montrent un ECP, un effet cytopathogène. Et donc, un peu comme la technique précédente, lorsque notre inoculum est très dilué, on n'a plus aucune particule virale infectieuse qui est présente dans l'inoculum. Donc, on aura 6 puits ou 0 puits sur 6 avec un ECP. Lorsque notre inoculum est très peu dilué, dans tous les 6 puits, on a toujours des particules virales infectieuses. Donc, on aura 6 puits sur 6 avec un ECP. Et petit à petit, on arrive à des dilutions où on a 5 puits sur 6 avec ECP, ou ici 1 puits sur 6 avec ECP, et les autres sont totalement indemnes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, à ces dilutions-là, on commence à avoir très très peu de particules virales infectieuses présentes dans les 0,1 ml d'inoculum, de façon à ce que ici, j'ai juste une particule virale infectieuse qui infecte les cellules dans ce puits-là. Et dans les 5 autres puits, l'inoculum est tellement dilué que j'ai 0 particule virale infectieuse. Et donc, pour interpréter ces résultats-là, ce que l'on fait, c'est qu'on met en graphe le facteur de dilution contre la proportion ou le pourcentage de puits avec un ECP. Donc, ça commence avec 100% de puits montrant des signes d'infection et ça diminue jusqu'à 0% des puits. Donc, le TCID 50, c'est la dilution qui donne 50% des puits infectés. Donc, ce n'est pas la même chose que 50% des cellules dans le puits infecté, ce n'est pas ça. Même si vous avez juste un petit foyer de cellules infectées dans le puits, tout le puits est positif. D'accord? Donc, c'est 50% des puits positifs. Et ici, dans notre exemple,
Si je regarde sur mon graphique, ça va me donner 3 fois 10 puissance 5, TCID 50, mais ça, c'est dans le volume d'inoculum de 0,1 ml. Donc, mon titre infectieux, c'est 3 fois 10 puissance 6, TCID 50 par ml. Donc, les techniques plage de Lise et TCID 50 se donnent tous les deux une mesure du titre infectieux d'un stock de virus. Et ça, c'est extrêmement important si on veut lancer des infections de façon un peu contrôlée. Et ce qui veut dire qu'on va, lancer des infections avec des rapports entre le nombre de particules virales et le nombre de cellules qui sont identiques à chaque fois qu'on fait la manip. Et comme ça, on obtient des résultats qui sont reproductibles. Donc ce rapport entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules infectées s'appelle la MOI, la Multiplicity of Infection. Et ça, c'est un truc que tout le monde utilise en virologie. Donc une MOI de 1, ça veut dire que j'ai le même nombre de particules virales infectieuses que le nombre de cellules. Ici, dans mon exemple, j'ai 4 particules virales infectieuses et 4 cellules. Donc j'ai une MOI égale à 1. Donc dans ces conditions-là, on considère que l'interaction entre une particule virale et la cellule, c'est quelque chose d'aléatoire. Donc il se peut qu'à une MOI de 1, j'ai 2 particules virales qui vont affecter la même cellule, et de temps en temps, j'aurai une cellule non infectée. Et si on utilise une distribution de Poisson pour calculer la proportion de cellules infectées selon la MOI, on arrive à la conclusion que si on veut 99% des cellules infectées, il faut utiliser une MOI égale ou supérieure à 5. Donc si on fait ça, on a presque toutes les cellules infectées dans le puits. Avec des MOI de 0,1, 0,01, on peut dire qu'approximativement, la MOI égale la proportion des cellules infectées dans le puits. Alors, ça c'est important à connaître et à comprendre comment on le fait, parce que vous allez faire ça en TP, ça va être la première chose à faire, c'est de préparer vos infections à différentes MOI. Donc tout le monde doit être capable de faire ce calcul. Donc je vais vous inviter de réfléchir à ça et je vais lancer la question sur Madoc pour les réponses. Il faut que je regarde quelle est la bonne réponse moi-même parce que j'ai oublié. Oui. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est gênant là. Alors, c'est peut-être Sonia là. Attends, mais...
Ça va comme ça. Ok. Alors, les résultats. Alors, le gagnant, c'est 5 fois 10 puissance 5, et c'est pas la bonne réponse. Entre les, ok, personne n'a dit ça, c'est pas la bonne réponse. Et entre les deux, bah, c'est ça qui est la bonne réponse. Ok. Alors, pourquoi? Eh oui, voilà. Et effectivement, on a souvent ça. Alors, pourquoi la bonne réponse est B, 1 fois 10 puissance 5? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que la MOI est indépendante du volume que vous avez dans votre culture. Donc, le 0,5 ml, il est là pour vous induire dans l'erreur, en réalité. La MOI, c'est le rapport entre le nombre de particules virales et le nombre de cellules, pas leur concentration. Donc, si vous avez 1 million de cellules infectées à un MOI de 0,1, il faut mettre 10 fois moins de TCD50. D'accord? Donc, c'est 1 fois 10 puissance 5. Dans le puits, dans le flasque, dans le contenant de la culture, indépendamment de la volume, du volume. D'accord? Donc, pour calculer la quantité de PFU par ml ou TCD50, pas par ml, TCD50 ou PFU qu'il faut mettre, on prend le nombre de cellules, on multiplie par la MOI, c'est ça qui donne la réponse, tout simplement. On ignore le volume. Alors, une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose à faire, c'est, je regarde mon stock, il est titré à 5 fois 10 puissance 7 TCD50 par ml. Quel est le volume de ce stock que je dois mettre dans mon puits pour effectuer l'infection à une MOI de 0,1? En d'autres termes, quel volume contient 1 fois 10 puissance 5 TCD50? C'est ça une autre façon de dire la question. Donc, j'ouvre cette... Oui. Ok, normalement, c'est ouvert. Non, j'ai pas démarré? Si. J'ai 0 réponse envoyée pour l'instant. Eh oui, c'est comme tout en biologie, on a un produit en croix à faire, mais on divise quoi par quoi, c'est ça le problème. Total des votes, 0. Non mais sérieusement, personne n'a compris la question là ou quoi? Ah, ça marche pas? Techniquement, ah, c'est ça, c'est ça.
Attends, ok, c'est le problème technique là. Ah, ok, je recommence. Et réessayer. Ok, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. On voit toujours rien là, comme il va rien arriver. Ok, bon, écoutez, on va faire à main levée peut-être, si vous êtes d'accord. Parce que j'arrive pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai, moi, c'est ça, là, il affiche rien. Et même si je fais ça, je. Ok, donc ça n'a pas l'air de fonctionner. On va savoir pourquoi. Ok, donc est-ce qu'on peut faire à main levée? Donc, qui dit la réponse est A, 20 microlitres? Deux personnes. Qui dit c'est B, c'est 2 microlitres? Qui dit C, 10 microlitres? Quelques personnes. Qui dit D, 1 microlitre? La réponse correcte est B, c'est la réponse majoritaire cette fois-ci. B. Donc on a. Alors pourquoi c'est B? Donc la réponse à la première question, c'était 1 fois 10 puissance 5. Donc il faut mettre 1 fois 10 puissance 5 TCD 50 dans ma culture. Et la concentration, c'est 5 fois 10 puissance 7. Donc ça, c'est 5. Donc quel volume? Donc dans un ml, j'ai 50 millions de TCD 50. Quel volume contient 100 000? Bah, c'est 1000 microlitres divisé par 500. Parce que 1 fois 10 puissance 5, c'est 500 fois moins que 5 fois 10 puissance 7. Donc j'ai 1 500e d'un ml, donc c'est 2 microlitres. C'est ça la bonne réponse. Okay, donc ça c'est le calcul qui sera à faire en première session de TP. Ah, mais je n'avais pas envoyé. Ah, excusez-moi, ben, vous ne pouvez pas me dire. Ah, mais vous me laissez là comme ça. Là. Ok, donc quand calcule la MOI d'une infection, très important si on veut contrôler ce que l'on fait dans des manips en virologie. Et on utilise des MOI différentes pour différents types d'expériences. Si on veut étudier la réplication virale sur plusieurs cycles et où on veut amplifier notre stock de virus, on va utiliser une MOI faible, entre 0,001 et 0,01. Donc, par exemple, si on veut tester l'action d'un inhibiteur ou un médicament antiviral sur leur application virale, on va utiliser un MOI faible et on va suivre la croissance ou la réplication peut-être plutôt du virus seul et le comparer avec le virus plus l'inhibiteur. Et on va utiliser un MOI faible pour ce type de manip. Pour les MOI fortes, ça c'est utile si on veut analyser les étapes d'un seul cycle de réplication. Parce qu'avec une MOI forte, supérieure à 5 ou 10, on peut être sûr que au jour 0 de la manip, on a infecté 100% des cellules. Et donc, si on met des virus en contact avec des cellules pendant 1 heure, on sait que l'infection a démarré pendant 1 heure. Et que par la suite, toutes les étapes de cycle de réplication ont démarré au même moment pour toutes les cellules dans la culture. Donc, toutes les infections sont synchrones. Donc, si on veut savoir au bout de combien de temps un virus provoque un ECP, bah, le mieux, c'est d'utiliser une MOI forte pour cette manip-là. Parce qu'on sait que toutes les cellules ont été infectées au même temps dans ces conditions-là. Avec des MOI faibles, en fait, on a beaucoup de mal à savoir parce que ce qui va se passer, c'est que ici, à une MOI 0,01, on a initialement 1% des cellules dans le puits qui ont été infectées. Ce qui va se passer, c'est que les 99% des cellules non infectées vont continuer à pousser. Les 1% des cellules infectées vont libérer des particules virales et ces nouveaux virus vont aller infecter les autres cellules. Mais ça va être désynchronisé. Donc, on ne sait pas exactement quand
quand on regarde à 1 semaine ou 2 semaines de distance, on ne sait pas vraiment à quel moment les cellules ont été infectées dans le puits. Donc, on contrôle un peu moins les choses avec une MOI faible. D'accord? Donc, ça, c'est un concept très important en virologie. Alors, deuxième type de technique pour détecter la présence de virus dans un échantillon, ce sont des techniques sérologiques ou immunochimiques. Et cette fois-ci, ce que l'on veut, c'est détecter les antigènes viraux, c'est-à-dire des protéines virales, avec des anticorps spécifiques. Et un format classique, c'est le format ELISA de capture avec un ELISA sandwich avec un anticorps de capture immobilisé sur le support solide qui va capter l'antigène viral et un anticorps de détection qui va reconnaître un épitope distinct. Donc, les deux anticorps peuvent se fixer sur le même antigène en même temps. Et notre anticorps de détection sera couplé à un système pour nous donner une réaction coloriée que l'on va pouvoir quantifier. Donc, on peut utiliser des ELISA qui donnent un résultat qualitatif et avec une gamme standard, on peut avoir un résultat quantitatif. Donc là, les unités vont être exprimées en nanogrammes par ml ou en picogrammes par ml d'une protéine virale donnée. Donc ça, bon, on peut les utiliser pour quantifier la quantité de protéines virales qui sont présentes en culture. Des fois, des anticorps couplés avec des sondes fluorescentes sont utilisés pour confirmer un ECP que l'on a observé en culture. Et historiquement, on peut utiliser des ELISA pour quantifier une charge virale in vivo, c'est-à-dire chez une personne, un animal ou une plante infectée. Mais ça, c'est un peu dépassé par la biologie moléculaire. Une chose à comprendre ici, c'est que lorsqu'on détecte et on quantifie les protéines virales, ça ne nous dit pas si notre virus est infectieux ou pas. Donc, on peut avoir une grande quantité de protéines virales et très, très peu de particules virales infectieuses. Ça a un côté positif qui est que dans la première étape d'un kit de détection ou basé sur l'immunochimie, on peut avoir des réactifs qui vont inactiver le virus. Et donc, pour le reste de la manip, on peut techniquer sur la paillasse sans avoir de précautions particulières. Parce que les premières étapes, c'est une étape d'inactivation. Alors, une autre utilisation ou type de méthode de détection de virus par immunochimie sont des tests antigéniques rapides qui sont basés sur ce type de schéma. Est-ce que vous avez déjà vu ça en immuno? Non. Oui, donc ça vaut la peine que je raconte comment ça marche. D'accord. Alors, l'idée ici, on est toujours basé sur l'utilisation de deux anticorps spécifiques à l'antigène viral, mais qui vont se fixer sur deux épitopes distincts. Donc, les deux anticorps peuvent fixer le même antigène viral en même temps. Donc, un de ces deux anticorps, on va le conjuguer avec des nanoparticules et on va le mettre juste en bas de notre barrette. Et l'autre anticorps test, on va le déposer sur une ligne un peu plus haut sur le barrette. Donc, on dépose l'analyte, l'échantillon. Donc, tout le monde a fait ça là avec le SARS-CoV-2. Donc, on mélange avec le tampon de Lise. Et on dépose ça en bas de la barrette. Ce qui va se passer, c'est que cette solution liquide qui comprend des particules virales va commencer à s'absorber sur notre barrette et par capillarité, tout l'analyte, la solution liquide, va migrer dans ce sens-là sur la barrette. Donc la première chose qui va se passer, c'est que l'analyte va rencontrer nos anticorps conjugués avec des nanoparticules qui sont juste desséchés et ne sont pas fixés sur la barrette. Donc les anticorps vont rentrer en solution, ils vont se fixer sur l'antigène viral
Et tout ça, ça va monter par capillarité sur la barrette. Lorsque mes complexes anticorps antigène viral rencontrent le deuxième anticorps spécifique du virus, ça va capter tous ces complexes anticorps avec des nanoparticules conjugués avec des virus. Et ça va nous donner notre ligne de test. Ensuite, les complexes vont continuer à migrer et ils vont rencontrer la deuxième ligne, la ligne de témoin, qui est composée d'anticorps spécifiques des IgG humains. Donc, même si le virus n'est pas présent, en fait, il va détecter la migration de ces anticorps, enfin, pas IgG humain, IgG probablement de souris. Donc, même si l'antigène viral n'est pas présent, ces anticorps conjugués aux nanoparticules vont continuer à migrer ici et ils vont être captés sur la ligne de témoin. C'est ce qui indique que votre test a fonctionné correctement. Donc, les avantages ici, c'est que c'est vraiment une sorte de truc miraculeux. Moi, quand j'ai eu mon test positif en novembre, j'étais super. Waouh, ça marche ce truc-là, c'est quand même génial, comme la magie, quoi. Et c'est vraiment, ça combine beaucoup de choses qui sont très positives. C'est super rapide. Donc, en 15 minutes, vous avez un résultat devant vos yeux. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de réactif périssable dans ces kits. Donc, les barrettes elles-mêmes sont stables à température ambiante pendant une assez longue période. Donc, on peut les utiliser facilement. Et voilà, rapidité et la stabilité des réactifs. Et vous n'avez pas besoin d'une machine pour le voir. Donc, vous voyez directement, quoi. Alors, donc ça, c'est un peu la magie. Alors, on avait développé ce type de réactif il y a une quinzaine d'années. Les premiers que j'ai vus commercialisés pour l'utilisation humaine, c'était les kits pour identifier les antigènes du virus de la grippe. Donc ça, c'était un kit commercialisé il y a une dizaine d'années. Et on a vu vraiment exploser leur utilisation avec la COVID. Donc, tout le monde sait exactement ce que c'est. Donc, quand on a un résultat comme ça, les lignes témoins, ligne de control, une seule bande, ça c'est un résultat négatif. Ça, c'est pas interprétable ou c'est pas net, c'est négatif. Un résultat positif, c'est lorsque vous avez les deux bandes qui sont présentes, le bande test et le bande control. Fortement positif ou faiblement positif des fois. Alors, on commence à voir les kits qui proposent de détecter la présence de plusieurs virus. Donc là, ça c'est une barrette de Roche qui propose de tester la présence de SARS-CoV-2 et du virus de la grippe de type A et de type B. Ça peut être quand même pas mal utile parce que souvent en hiver, on a plusieurs virus qui circulent en même temps et ça serait bien de savoir directement ce que l'on a. Donc ça c'est quelque chose qui commence tout juste. Alors, une des questions, c'est de savoir quel est le meilleur antigène à détecter. D'accord? Donc là, c'est pour une particule de SARS-CoV-2. Et la question... mais j'avais pas mis la... ok, bon, on n'aura pas de question pour ça, excusez-moi. Normalement, il y a un... mais c'est dans le mauvais ordre peut-être. Ok, donc j'ai pas mis le QR code. Bon, désolé, mais je vous ai montré la réponse trop tôt. Alors, tous les kits de tests de dépistage antigénique détectent la présence de la nucléocapside du SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que c'est la protéine qui présente avec le plus grand nombre de copies par particule. Donc évidemment, la faiblesse des kits de détection rapide antigénique, c'est un peu la sensibilité. Il n'y a pas d'étape d'amplification de signal comme dans une ELISA. On a juste la détection visuelle de l'accumulation de nos nanoparticules d'or sur la ligne de test. Donc si on a une faible quantité d'antigènes, on peut avoir un résultat négatif.
Donc, on a intérêt, pour que le test fonctionne bien, de cibler l'antigène viral qui est la plus abondante dans la particule virale. Donc, c'est pour ça qu'on détecte plutôt la protéine de nucléocapside. Deuxième raison pour cibler la nucléocapside, elle est beaucoup moins variable que la spike. Donc, tous les variants qui circulent ont donc les bêta, delta, omicron et les sous-variantes de omicron ont énormément de mutations dans la spike, beaucoup moins dans la nucléoprotéine. Donc, on cible une protéine qui est abondante et peu variable. Et donc, ça, c'est aussi vrai pour les tests de dépistage du virus de la grippe. C'est la nucléoprotéine qui est détectée. OK, donc en termes de sensibilité, on peut se poser la question, est-ce qu'on détecte vraiment tout? Et la réponse est clairement non. On a une limite de détection, c'est-à-dire le LOD, Limit of Detection. Donc ça, c'était un truc que j'ai trouvé en preprint il y a 2 ans et demi maintenant, qui a testé différentes tests de dépistage rapides avec, en comparant sur l'échantillon combien il y avait de copies d'ARN viral et combien il y avait de particules virales infectieuses avec un test TCID50. Et donc, la limite de détection pour tous ces tests, c'est à peu près 100 000 à 1 million de copies d'ARN virales par ml, ce qui correspond à 100 à 1000 particules virales infectieuses. Et donc là, on a un rapport entre particules virales infectieuses pour nombre de copies d'ARN qui est d'un facteur de 1000, ce qui n'est pas inhabituel pour un virus, justement. Donc, ce n'est pas si mal que ça, mais en fait, on peut avoir des faux négatifs avec ces tests parce que la sensibilité n'est pas 100%. Néanmoins, c'est assez performant parce que votre analyte, quand vous faites le prélèvement, vous ne prélevez pas un ml. Je ne sais pas quel est le volume que vous en avez sur le coton-tige, mais ça doit être maximum 100 microlitres, peut-être entre 10 et 100, quoi. Et donc, si vous détectez, vous êtes en train de détecter entre peut-être une centaine de particules virales infectieuses par un test de dépistage rapide. Quand même pas mal comme sensibilité. OK. Donc, l'autre côté de la médaille pour la détection de virus par des techniques d'immunochimie, ce sont des dépistages sérologiques. Et cette fois-ci, ce que l'on veut détecter, c'est la présence d'anticorps spécifiques du virus dans le sérum de l'animal ou de la personne qu'on va prélever. Et dans ce cas-là, ce qui est fixé sur le support solide, c'est l'antigène viral. Et on veut détecter dans l'analyte la présence d'anticorps spécifiques de cet antigène. Donc là, c'est pour les tests de dépistage, pour savoir si vous êtes séropositif contre tel ou tel virus. Donc la séropositivité ne corrèle pas forcément avec la présence du virus. D'accord ? Donc si vous êtes... Donc moi, je suis maintenant séropositif pour le SARS-CoV-2, ben, je ne suis pas infecté actuellement. J'ai été infecté par le passé. Pour d'autres virus, si vous êtes séropositif pour le VIH, bah, vous êtes infecté parce que c'est un virus qui a une infection chronique. Donc si vous êtes séropositif, vous restez infecté par le virus. Alors, voilà, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment savoir la différence entre quelqu'un qui a été infecté ou quelqu'un qui a été vacciné. D'accord ? Donc, je vous ai remis notre structure de particules de SARS-CoV-2 et je pense pas que je pense que ça, c'est juste en main levée. De réfléchissez à ces 4 cases de mon petit tableau là. Et
Réfléchissez à qui va être séropositif contre quoi? Ok, vous avez bien réfléchi? Alors, si je suis infecté, je vais être séropositif pour l'anti-S, oui ou non? Qui dit oui? Ok, qui dit non? Personne dit non. Ok, c'est bien. Si je suis infecté, je vais être séropositif avec des anticorps contre la nucléocapside. Qui dit oui? Oui, c'est ça. Si je suis vacciné, je vais être séropositif anti-S. Qui dit oui? Ouais. Qui dit non? Ok. Non. Si le vaccin marche, et ça a fonctionné, on va être. Et si je suis vacciné, est-ce que je vais avoir des anticorps anti-N? Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. Tous les vaccins sont basés sur la glycoprotéine de Spike. Donc, si on est vacciné, on va être, et qu'on répond au vaccin, on va être séropositif anti-S, mais séronégatif anti-N. Si j'ai été infecté, ou si vous avez été infecté, vous allez être séropositif contre les deux. Et donc, avec ce type de raisonnement, on peut savoir qui a été vacciné et ou infecté. D'accord? Et c'est pareil pour d'autres virus. Oui, monsieur. OK. Si on est infecté, on développe une réponse humorale, anticorps, contre toutes les protéines virales, structurales et non structurales. Donc, on va être séropositif contre la nucléocapside et contre S. Donc, on va mettre plus dans ces deux cases-là. D'accord? Mais les vaccins sont basés uniquement sur la glycoprotéine S. Donc, on va développer des anticorps contre la spike et pas contre la nucléocapside. Donc, on va être séropositif anti-S, on va être plus ici, on va être neg ici. Et donc, si on teste les deux, on peut savoir si quelqu'un a été infecté ou pas. Et on peut distinguer le cas de quelqu'un de vacciné contre quelqu'un de infecté. Et c'est pareil avec la vaccination contre l'hépatite B. Si vous êtes vacciné, vous êtes séropositif contre l'HBS et vous êtes séronégatif contre l'antigène de corps, l'antigène de capside. C'est un peu le même type de truc, le même type de raisonnement. Donc on peut savoir qui a été infecté et qui a été vacciné en fonction de quels antigènes sont reconnus. Alors, dernier type de technique de détection et quantification de particules virales, ce sont des techniques basées sur la détection des acides nucléiques, principalement ou très souvent par PCR quantitative ou RT-PCR quantitative. Donc ça, c'est utile en virologie clinique pour détecter et identifier les virus qui sont présents avec des jeux d'amorces qui vont être spécifiques de tel ou tel génome viral. Aussi en agroalimentaire, donc si on soupçonne l'infection par un virus de plante dans un champ, ou dans des fruits, on peut prendre l'échantillon et le mettre en PCR pour détecter la présence des virus. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un système de culture qui fonctionne pour le virus. C'est assez rapide, c'est très sensible et les résultats vont donner une quantification en nombre de copies par ml. Alors, il existe aussi les tests de détection rapide qui vont détecter la présence d'acides nucléiques viraux. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà pris énormément de retard. Mais ces tests sont basés sur des amorces qui ont un design un peu particulier et une polymérase de BST, Bacillus stereothermophilus, qui est une bactérie thermophile, mais pas une hyperthermophile comme le TAC polymérase. Donc, on fait une incubation à une température fixe et on arrive à avoir une amplification spécifique des séquences virales. Pour savoir vraiment comment ça marche, je vous conseille cette vidéo du fabricant. Donc, plusieurs produits ont été développés pour le SARS-CoV-2, notamment celui-ci proposé par un start-up français. Donc, l'idée, c'est qu'on prélève de salive,
on met dans le mélange de réactifs, on incube 30 minutes à 65 degrés, donc il n'y a pas de cycle 95, 50, 72. On fait tout à une température unique. Et à la fin, avec un intercalant pour détecter la présence d'ADN, on a un changement de couleur lorsqu'on a un état positif. Et ce qui était, je pense, intelligent, c'est la société a proposé des sortes de cartes témoins. Donc, on pose le test sur la carte, on prend en photo, et puis en fait, vous avez un petit app qui détecte si votre échantillon est positif ou négatif. Alors, ça n'a pas vraiment super bien marché, hein. Et ils en ont au CHU de Nantes, aux urgences, mais ça n'a pas vraiment remplacé les tests sur barrette antigénique, parce que lorsqu'on regarde la sensibilité et la spécificité, en termes de sensibilité, c'est pas mieux que des tests en barrette, en fait. Donc, ça n'a pas vraiment montré un avantage. Mais il y a une utilisation au milieu hospitalier. OK, donc pour ces différentes techniques de quantification de particules virales, c'est important de connaître leurs unités et leurs utilisations parce qu'on détecte des choses différentes. Et donc, pour voir si vous avez bien compris ça, je vous propose de réfléchir sur ce processus de production d'un vaccin inactivé contre un virus. Donc, ça peut être le vaccin antipoliomyélitique injectable. Donc, en gros, le schéma de production de vaccins, c'est qu'on va prendre notre stock de virus, on va l'amplifier en culture dans un immense bioréacteur pour en obtenir une grande quantité de notre virus. Ensuite, on va le purifier et l'inactiver chimiquement avec le formol. Et finalement, on va le mettre en flaconnage avec des doses connues. OK? Et ça, c'est des flacons qui vont être injectés. Et donc, évidemment, notre vaccin, pour qu'il soit efficace, il doit contenir des protéines virales à une dose connue, mais aucune particule virale infectieuse. Donc, il y a deux questions ici. Donc, quel MOI faudrait-il utiliser pour cette étape? Et je vais essayer de voir si mon QR code va fonctionner cette fois-ci. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. OK. Alors voilà, donc réponse majoritaire 0,01, ça c'est la bonne réponse, correct ça. Deuxième réponse 10, c'est pas la bonne réponse. C'est faux. Alors pourquoi? Parce que pour amplifier un stock, on veut faire pousser notre virus. C'est typiquement là où on veut une faible MOI. On met peu de virus au départ, le virus va se répliquer et on en aura beaucoup après. Donc pour l'amplification, on veut une faible MOI. Donc D était la bonne réponse. Alors, deuxième question. Alors, quel test dois-je effectuer sur mon vaccin ici après l'étape d'inactivation?
Ah, attends. Attends, mais il disparaît, il ne bouge pas. Ah oui, ok. No. Ah, mais en plus, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Allez-y, allez-y. Attends, j'ai pas encore démarré le truc là. Ok, voilà. Là c'est lancé. Oula. J'ai l'impression que c'est une réponse aléatoire là, qui a été envoyée. Ok, c'est ça que je vois. Donc c'est à peu près lancer pile ou face. Alors, donc chaque fois qu'il y a une question comme ça, il est possible d'obtenir la bonne réponse par raisonnement. Et l'indice sur la diapositive ici, c'est là. Donc ce que l'on veut, notre vaccin inactivé doit contenir des protéines virales, mais aucune particule virale infectieuse. Dans les différents tests ici, là, les différentes techniques, qu'est-ce qui va détecter les protéines virales? L'ELISA, oui, le test ELISA. Donc, la bonne réponse va être forcément. Donc, ça va être pas bon, ça va pas être bon parce qu'il n'y a pas l'ELISA. Le test CD50, PFU par ml, QPCR, ça ne détecte pas la protéine virale. Donc, on ne pourra pas valider si des protéines virales sont présentes. Donc, c'est forcément entre A ou B. Et ça, c'est notre premier critère. Donc, notre ELISA doit être positive et doit nous dire combien j'ai de microgrammes par ml. Mais aucune particule virale infectieuse. Alors, entre A et B, QPCR et TCD50, qu'est-ce qui teste la présence de particules virales infectieuses? La QPCR? Non. On peut avoir un résultat QPCR positif, vous avez 0 virus infectieux. Donc, c'est le TCD50 qui détecte des particules virales infectieuses. Donc, la bonne réponse est B, parce que c'est la seule combinaison qui avait une technique pour détecter les protéines et une technique pour détecter les particules virales infectieuses. D'accord? Donc, c'est pour ça que B était la réponse correcte. OK. Donc, pour résumer les différentes techniques de détection, quantification de particules virales, donc on a les techniques de culture qui ont en fait le moindre, les sensibilités peut être très variable, ça peut être plutôt pas mal sensible pour certains virus, ou alors ils peuvent être totalement incapables de détecter le virus si le virus ne pousse pas bien en culture. Spécificité très très faible, plusieurs virus vont pouvoir infecter la même lignée cellulaire. C'est très long, mais le grand avantage, c'est que c'est la seule technique qui vous dit si vous avez quelque chose d'infectieux dans votre échantillon.
Donc c'est toujours très important. Pour les techniques immunochimiques, les tests de détection antigénique sont moyennement sensibles, très bonne spécificité, super rapidité, et lorsque on utilise un format quantitatif, les unités sont en picogrammes ou nanogrammes par ml de protéines. La BM, le plus sensible, très spécifique, assez rapide, mais minimum une journée, et ça va vous donner une quantification en copies par ml. Copie d'ADN ou d'ARN génomique par ml. Alors, donc dernière technique. Donc là, on est dans les techniques un peu fonctionnelles. Comment analyser les fonctions des différents gènes dans un génome virus et établir les relations entre les mutations dans un génome viral et l'infectivité ou les propriétés biologiques d'un virus. Et pour cela, la génétique inverse, c'est une technique très puissante. Donc, c'est quoi la génétique inverse? Ben, la génétique classique, c'est que on commence avec notre virus sauvage ou wild type et on va induire une série de mutations dans le virus sans vraiment les connaître et on va regarder dans notre banque de virus mutants quels sont les virus avec un phénotype intéressant. Quels sont les mutants avec un phénotype intéressant. Donc, on trouve un phénotype intéressant et ensuite, on essaye de voir quel gène est différente chez cette souche-là. Donc, typiquement, par exemple, pour les souches de virus de la poliomyélite qui sont atténuées, qui sont utilisées dans le vaccin oral, on a fait comme ça. On a généré des mutants, on a cherché le phénotype atténué, et ensuite, on a essayé de comprendre quel gène était responsable de ce phénotype. Donc tout ça, ça date avant le séquençage d'ADN. Donc c'est pour ça qu'on faisait comme ça, dans les années 50, les années 60. Maintenant, ce qu'on fait de plus souvent, c'est la génétique inverse, parce qu'on commence avec les génomes du virus. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on peut générer un tas de mutants dans les différents gènes du virus, sur différents endroits dans un gène, et on peut les faire exprimer ou faire produire les particules virales avec les différents mutants que l'on a choisis, et ensuite on analyse le phénotype. Donc c'est l'inverse parce qu'on commence avec le gène et on va vers le phénotype. La génétique classique, on commence avec le phénotype et on essaie de trouver le gène ou la mutation qui en est responsable. Alors pour que ça marche, il faut être capable de passer d'une séquence d'ADN à une particule virale infectieuse. Parce que sinon, comment on fait pour analyser le phénotype de notre mutant? Et donc ça, c'est un truc assez complexe, mais pour chaque virus, il faut mettre au point un système de génétique inverse. Donc pour les virus à ADN et les rétrovirus qui ont une phase dans leur cycle de réplication pendant laquelle les génomes est en ADN double brin, ça c'est relativement facile parce qu'on peut cloner tout le génome d'ADN double brin dans un plasmide et on peut donc le manipuler dans le plasmide, on introduit les mutations que l'on veut et ensuite on va introduire le génome viral dans des cellules par transfection et les cellules transfectées avec le génome complet du virus peuvent, dans certaines conditions, produire des virus infectieux. Et ensuite, on va analyser leur génotype. Pour les virus ARN brin plus, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, ça va encore. Donc, ce que l'on peut faire, on peut faire une copie en ADN-C du génome viral. On peut cloner tout le génome viral sous forme d'ADN dans un plasmide. Donc là, on peut le manipuler, faire des délétions, faire la mutagénèse dirigée. Et ensuite, on fait la transcription in vitro pour obtenir un ARN qui est la même chose que l'ARN viral. C'est un ARN brin plus. Et donc, si on transfecte ça dans les cellules, c'est comme si le virus avait infecté les cellules. Donc ça encore, on peut aussi produire des particules virales directement avec ce type de système. Donc la génétique inverse marche un peu comme ça et il est dépendant des systèmes qui permettent de passer de l'ADN
virale dans un plasmide jusqu'à la production d'un virus infectieux. OK, je vais passer sur ça parce qu'on a pratiquement plus de temps. Donc, je préfère commencer le deuxième cours sur l'attachement et l'entrée pour rattraper un petit peu de temps. Ben, tiens, je vais peut-être faire le résumé. Attends. Non, OK. File, open. Enseignement. OK, donc tout le monde a fait la microbio l'année dernière. Donc tout le monde a vu le cycle de réplication virale que l'on peut décomposer en phase d'attachement et d'entrée du virus. À un moment donné, le génome doit être libéré de la particule virale. C'est ce qu'on appelle la décapsidation. Ensuite, tout virus doit répliquer son génome, exprimer des gènes viraux. Et c'est ça qui permet d'assembler des particules virales à l'intérieur de la cellule infectée et ensuite les libérer. Donc n'importe quel virus doit effectuer l'ensemble de ces étapes du cycle de réplication. Mais pour le quart d'heure qui reste et vendredi, on va regarder les premières étapes d'attachement et d'entrée. Alors, donc il est clair que le défi ou le problème pour le virus, c'est d'infecter le bon type cellulaire. Et donc, cette interaction entre le virus et la bonne cellule hôte est médiée par une interaction spécifique entre la protéine ou la glycoprotéine d'attachement chez le virus et un récepteur chez la cellule hôte. Donc, pour les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe qui sont des glycoprotéines d'attachement. Pour les virus non enveloppés, des virus nus, ce sont là ou les protéines de capsides qui sont les protéines d'attachement. Alors, cette interaction entre les protéines d'attachement chez le virus et les récepteurs chez la cellule hôte est de façon intéressante de relativement faible affinité, mais puisqu'on a plusieurs copies de la même glycoprotéine ou protéine d'attachement sur la particule virale, on a des interactions multiples, ce qui fait que l'avidité de l'interaction est forte. D'accord ? Donc, ce n'est pas un monomère qui va se fixer sur le ligand avec une forte affinité. C'est plusieurs glycoprotéines d'attachement qui vont se fixer avec relativement faible affinité, mais avec une forte avidité. Alors, différents virus ont différents récepteurs et il faut quand même connaître un petit peu. Donc, le VIH, la glycoprotéine d'attachement, c'est le GP120, le récepteur, c'est les CD4, et c'est ça qui détermine le tropisme de virus qui infecte préférentiellement les lymphocytes T et CD4+. Pareil pour le virus Epstein-Barr, le récepteur, c'est le CD21 qui est exprimé sur les lymphocytes B, et c'est la spécificité de l'interaction glycoprotéine d'attachement récepteur qui explique le tropisme du virus. Alors, dans un bon nombre de cas, les récepteurs d'attachement et d'entrée sont des protéines membranaires sur la cellule hôte, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a pas mal de virus qui utilisent des glycanes comme récepteurs d'attachement. Par exemple, le virus de la grippe, la glycoprotéine d'attachement, c'est l'hémagglutinine qui se fixe sur l'acide sialique sur de nombreuses glycoprotéines à la surface de la cellule hôte. Donc en fait, ce n'est pas l'interaction récepteur glycoprotéine d'attachement qui détermine le tropisme de ce virus.
parce qu'on a de l'acide sialique sur de nombreuses cellules partout dans notre organisme. Ben, partout d'ailleurs. OK. Donc ça, c'est généralité. Comment on fait pour les identifier? Donc ça, c'est une question toujours d'actualité pour beaucoup d'entre nous. La première chose que l'on peut faire, c'est l'approche biochimique, parce qu'on peut traiter des cellules susceptibles. Donc une cellule susceptible est une cellule que le virus peut infecter. En tout cas, l'attachement et l'entrée, le virus peut rentrer dans cette cellule. Alors, donc, on peut traiter la surface de la cellule susceptible par des protéases ou des glycosidases, et ça va nous dire si le récepteur est une protéine ou une glycane. Donc, voilà, par exemple, donc on a déjà une première idée. Ensuite, si on a la chance et on développe un anticorps monoclonal qui se fixe sur quelque chose sur la cellule hôte, qui bloque l'infection virale, on peut se dire, ah, mon anticorps, il se fixe sur le récepteur, et c'est ça qui empêche le virus de rentrer. Donc, si je sais quelle est la spécificité de mon anticorps, ça me permet d'identifier quel est le récepteur pour ce virus. Donc, il y a un certain nombre de récepteurs de virus qui ont été identifiés de cette façon-là. Donc, pour l'approche biochimique, quand on dit le virus de la grippe utilise l'acide sialique comme récepteur, on l'a fait comme ça. Donc, on enlève l'acide sialique par un traitement par des neuraminases. Le virus de la grippe ne peut plus infecter les cellules. C'est comme ça qu'on sait que l'acide sialique, c'est un récepteur pour le virus de la grippe. Et la dernière approche qui est de plus en plus utilisée, très puissante, c'est l'approche par biologie moléculaire. Donc, c'est-à-dire que ce que l'on veut faire, c'est cloner le gène qui code pour le récepteur. Et on a un peu deux types d'approches. Donc, une chose que l'on peut faire, c'est d'essayer de trouver une lignée cellulaire qui est permissive, mais non susceptible. Alors, ce sont deux termes avec des sens assez précis en virologie. Donc, une cellule permissive, c'est une cellule que, une fois que le génome du virus rentre dans la cellule permissive peut répliquer le virus. Une cellule susceptible, le virus peut rentrer dans la cellule et livrer son génome. Donc, pour que la réplication s'effectue complètement, pour qu'il y ait un cycle de réplication complet, la cellule hôte doit être susceptible et permissive. D'accord ? Le virus doit être capable de rentrer et le génome doit être capable de se répliquer dans cette cellule. Alors, si jamais on a une cellule qui est permissive mais non susceptible, ça veut dire que cette cellule-là n'exprime pas le récepteur. Parce que le virus n'est pas capable de rentrer dans la cellule. Ou en tout cas, il manque quelque chose qui est essentiel pour l'attachement et l'entrée. Donc, si on a une lignée cellulaire qui est comme ça, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre une banque d'ADN-C et de mettre différents gènes et exprimer différents gènes dans notre lignée non susceptible et de voir quel gène permet de rendre cette cellule susceptible. Et dans ce cas-là, ce gène-là, il code pour soit le récepteur, soit une autre protéine qui est essentielle pour l'entrée infectieuse du virus. Donc, on prend une lignée qui normalement ne peut pas être infectée et on crible les banques d'ADN-C pour trouver le gène qui le rend susceptible. Donc, ça, c'est une approche. Deuxième approche, c'est un petit peu l'inverse. On prend une lignée qui est susceptible, donc le virus peut rentrer dans cette cellule, donc il possède le récepteur. Et dans ce cas-là, on va essayer de faire une banque de mutants dans cette lignée par la technologie CRISPR-Cas9 et d'inactiver gène par gène. Et on essaie de trouver les clones cellulaires qui résistent à l'infection, qui sont donc non susceptibles. Et on dit que dans ce clone-là, notre CRISPR-Cas9 a inactivé le gène qui code pour le récepteur ou pour une autre protéine qui est impliquée dans l'entrée du virus. Donc ça, c'est les différentes approches de détection et identification de récepteurs.
Et peut-être juste pour les quelques minutes qui restent, on a 8 minutes, on peut avancer pour un petit peu. Je vais vous montrer quelques résultats qu'on a dans le laboratoire parce que nous, on s'intéresse au polyomavirus BK, qui est un petit virus nu, non enveloppé, qui pose un problème chez les receveurs de greffe de rein. Et ce qui est connu, c'est que ce sont des gangliosides, des glycolipides possédant de l'acide sialique qui sont des récepteurs d'entrée pour ce virus-là. Donc, si on prend le virus wild type, on infecte des cellules, une lignée cellulaire, sans traitement par la neuraminidase, on voit un certain nombre de cellules infectées. Si on traite par la neuraminidase, on élimine 90% de l'infection. Et aussi, si on prend des particules virales et on va les marquer par une sonde fluorescente, si on incube des cellules avec le virus fluorescent, on a une bonne fluorescence ici. Mais ici, on traite notre cellule avec la neuraminidase, on voit qu'on élimine plus de 90% de la fixation du virus sur la cellule. Là, ça valide, OK, notre virus sauvage se fixe sur l'acide sialique. Et c'est nécessaire pour l'entrée infectieuse. Alors, on a analysé plusieurs mutants qu'on a observés in vivo chez les patients qui se répliquent. Et on a un mutant en particulier. Si on fait les mêmes manips, là, traitement par la neuraminidase, on a des cellules qui sont encore infectées aussi bien après traitement de neuraminidase que sans. Et en termes de fixation, les particules virales fluorescentes ne se fixent pas super bien sur les cellules 293 TT, mais le traitement de neuraminidase ne fait rien. Donc en fait, on a un mutant qui utilise un autre type de récepteur. Et on aimerait bien savoir ce que c'est ça. Donc ça, vient d'être accepté en publication, donc je suis très content avec ça. OK, on a 5 minutes et ça serait bien d'avancer un petit peu sur ce dernier point parce que ça, c'est quelque chose de technique très important pour la détection et l'identification de récepteurs. C'est la technique de pseudotypage. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des virus infectieux, mais on va utiliser un sorte de particule virale qui est un petit peu comme un vecteur de thérapie génique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le génome viral, on va le remplacer par quelque chose qui code pour un gène rapporteur. Et à la surface, on aura une glycoprotéine d'attachement que l'on va choisir. Donc un système qui est utilisé pour pas mal de virus enveloppés. C'est un système basé sur les vecteurs rétroviraux. Donc si je transfecte mes cellules avec une construction qui code pour le GAG-POL d'un rétrovirus, un autre plasmide qui code pour la glycoprotéine enveloppe de notre virus, et un autre plasmide qui code pour un gène reporter avec les LTR qui permettent l'encapsidation dans une particule rétrovirale. Je transfecte ces trois plasmides dans les cellules. Cette cellule-là va produire des particules virales qui incorporent la glycoprotéine de surface codée sur ce plasmide-là. Et au lieu d'avoir un génome viral à l'intérieur, il va avoir quelque chose pour mon gène rapporteur. Et donc, je prends ces particules pseudovirales et j'infecte ces cellules. Si le récepteur est présent, certaines de ces cellules vont commencer à exprimer les gènes rapporteurs. Donc ça, c'est un système qui a pas mal d'avantages parce que si notre virus est super dangereux, comme style virus Ebola Zaïre, on a beaucoup de mal à techniquer ce virus parce qu'il est trop dangereux. Donc si on utilise un système de pseudotype, on peut analyser ses récepteurs, son mécanisme d'entrée dans un système qui est plus sécurisé, plus facile à travailler avec. Aussi, si on a beaucoup de variants à faire, ce n'est pas forcément facile de faire répliquer tous ces virus. Si on les met dans un système de pseudotype, ça facilite les choses. Et d'ailleurs, mon truc là que je vous ai montré juste avant, c'est un système pseudotype. Ce n'est pas fait avec des virus complets. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait l'exo, on garde pour vendredi matin.
Qu'est-ce que dit on fait l'exo maintenant? On regarde pour vendredi matin? Ok, on se voit vendredi, puis on essaie de faire énormément de rattrapage.